Alors, ce schéma-là, en fait, c'est une proposition qui émane de ce constat un peu difficile que les pratiques de différenciation telles qu'elles ont été développées jusque-là sont très problématiques, problématiques pour les élèves et très difficiles et culpabilisantes pour les enseignants. Que ce qui paraît une évidence un peu théorique, c'est-à-dire que puisque la différenciation ça marche pas trop, donc on va mettre en place de l'individualisation. Mais quand on s'intéresse à l'individualisation, on s'aperçoit que des classes où il n'y a que ça, où les élèves sont constamment face à des tablettes ou des ordinateurs, ou même des précepteurs qui leur proposent en continu des situations qui leur sont individuellement adaptées, en fait, ces situations d'individualisation sont beaucoup plus ségrégatives que des cours qui seraient systématiquement collectifs. C'est paradoxal, mais les travaux de Guy Avanzini sont assez anciens, ils l'ont mis en évidence. Les travaux de Françoise Claire, de Richard Etienne, enfin il y en a plein. Marcel Craé ont mis en évidence justement que l'individualisation est encore plus fâcheuse lorsqu'elle est systématique que des situations qui sont systématiquement collectives et uniformes. Donc on s'est dit, on fait quoi en fait? On se résout à accepter que l'école est là pour trier les élèves un peu de manière sociale, ou est-ce que par les recherches en pédagogie, on peut essayer de trouver autre chose? Et en fait, il existe autre chose qui est né des pratiques principalement d'éducation nouvelle et qu'on peut désigner comme étant pas de l'individualisation, mais de la personnalisation d'apprentissage. Alors, euh, malheureusement, on confond souvent l'un pour l'autre. Hein. Et on ne fait pas de différence entre de l'individualisation et de la personnalisation. En philosophie, un individu n'a rien à voir avec une personne. Et donc, en pédagogie, l'individualisation n'a rien à voir avec la personnalisation. Un individu, en philosophie, c'est considéré comme étant un être insécable. Voilà, je suis un individu parce que si on me coupe en deux, je meurs. Voilà, je n'existe plus. La personne, c'est l'individu, mais inscrite dans un collectif, inscrite dans un schéma social. C'est la personne et ses relations. C'est bien un individu qui est en relation. Et quand on applique ça à la pédagogie, la personnalisation n'est pas que de l'individualisation, parce qu'il y a une dimension sociale. Et ça rajoute quelque chose qui est une évidence en fait, hein, mais que d'un côté, effectivement, on ne peut apprendre que par soi-même. Nos cerveaux ne sont pas des disques durs que l'on peut charger avec des clés USB, ou même par Bluetooth, ça marche pas. Donc on ne peut apprendre que par le fruit de notre expérience cognitive individuelle, mais c'est beaucoup plus facile d'apprendre avec d'autres. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire apprendre avec d'autres? Ça veut dire être dans des situations où je fais partie d'un collectif et au sein de ce collectif, on est mis en relation avec de la culture et des savoirs. Et travailler avec d'autres aussi, ça active tout le champ des pédagogies de la coopération, c'est-à-dire soit dans des relations duelles, pour de l'aide, du tutorat, soit des relations de groupe, d'équipe, pour des démarches de projet ou des travaux en groupe tels qu'on les utilise en didactique. Voilà. Donc voilà, donc on a formalisé un petit peu ce schéma qui n'est que théorique, qui serait de dire que une personnalisation des apprentissages réserve dans l'organisation du travail des élèves des moments avec des situations didactiques qui sont soit collectifs, soit en demi-classe, soit en atelier. Je pense notamment à la maternelle. Et en fait, ce sont des situations didactiques parce que c'est l'enseignant qui conduit, qui est un peu l'ingénieur de la situation, et qui, au regard d'obstacles qu'il présente aux élèves, conduit l'accompagnement de la construction de leurs apprentissages. Et ça peut pas se faire de manière autonome. C'est le moment le plus sensible de l'apprentissage, et je vois pas comment des élèves qui plus est éloignés de la culture scolaire pourraient en autonomie et de manière démocratique, c'est-à-dire étendue à tous les profils d'élèves, apprendre sans l'aide d'un tiers. En même temps, ces moments-là collectifs, il peut pas y avoir que ça, parce qu'il y aurait saturation.
Et puis, ils n'arrivent pas à embrasser l'ensemble de la diversité des profils d'élèves pour apprendre. Donc, on a besoin aussi de réserver dans l'emploi du temps, ce que je disais tout à l'heure, des moments où les élèves sont individuellement face à une tâche qui leur correspond. Mais si ces moments sont trop longs, au bout d'un moment, les élèves les plus fragiles arrivent à se décourager parce qu'ils se retrouvent face à des blocages qui sont des montagnes pour eux ou pour elles. Donc là, c'est pour ça que la troisième déclinaison d'une personnalisation convoque les notions de situation coopérative. Il donne la possibilité aux élèves, lorsqu'ils sont face à des blocages ou des micro-blocages, de ne pas être coincés, de ne pas se retrouver seuls et de pouvoir disposer de tout un tas de sollicitations qui ne sont pas que l'enseignant et qui vont leur permettre d'obtenir des informations pour être débloqués et ne pas être condamnés à l'ennui scolaire.